Merci. Alors, ce qui est parfait, c'est que ce matin, les intervenants nous ont fait la transition pour cet après-midi. Donc, bon, voilà, je me sens un peu soulagée. Donc, on va poursuivre cette réflexion, mais sous l'angle du défi de l'adaptation à l'échelle des établissements et des structures. Comment intégrer les enjeux de la crise dans notre gestion quotidienne? Comment réinventer nos pratiques managériales, nos parcours de formation et notre pratique de la négociation à l'aune de ces enjeux? Alors, deux temps qui souligneront des solutions émergentes de terrain, d'ores et déjà présentes, une démarche collaborative complémentaire d'une approche pilotée, soulignant la nécessité de renouveler ou de compléter les référentiels des valeurs des structures, des acteurs publics et aussi peut-être des politiques publiques. Donc, ces deux temps seront modérés par Mouna Sereau et Isabelle Gross. Et donc, je passe la parole à Mouna. Alors effectivement, nous allons évoquer la question de l'intégration de la contrainte carbone dans les outils de pilotage, mais pas que. On a bien retenu la leçon de la table ronde de ce matin, et on va essayer de poser le débat de manière plus générale sur la stratégie globale des établissements face aux défis climatiques. Alors nous avons avec nous Pascal Matisse, vous êtes directeur de l'hôpital Nord-Franche-Comté, et Ève Guillaume, vous êtes directrice de l'EHPAD public d'Automne à Saint-Ouen et présidente du Co des 3S. Alors très concrètement, comment se saisir des enjeux de la crise climatique dans nos établissements? Comment endosser la responsabilité populationnelle et environnementale dans nos établissements? Quels sont les leviers à actionner? En somme, comment s'adapter aux défis climatiques en tant que directeur d'établissement, qu'il soit sanitaire ou médico-social? Monsieur Matisse. Oui, effectivement, je ne pensais pas que la transition pourrait s'opérer entre les belles interventions fort pertinentes de ce matin et puis l'introduction du sujet tel que vient de présenter Mouna. Je pense que l'expérience d'un établissement doit pouvoir démarrer absolument d'une approche que je qualifierais un peu de politique. Si on n'a pas un peu ce sens, c'est toujours difficile après de diffuser un peu la bonne parole au niveau des professionnels d'un établissement de santé. Et nous concernant à l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui ressort de la fusion de deux établissements, l'ancien centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. Et cette fusion a permis une reconstruction d'un hôpital unique de 4500 professionnels pour un territoire de 350 000 habitants. Donc dans notre établissement, ce que j'ai souhaité, c'est déjà de démarrer sur une réflexion qui concernait davantage ce que pouvait être notre responsabilité populationnelle et environnementale. Et en tout cas, pour ma part, je lis vraiment les deux quand on travaille à l'échelle d'un territoire de santé. Parce que la responsabilité populationnelle, c'est avoir une approche globale de la prise en soin d'une population, de rester au plus près des lieux de vie, de travailler sur des parcours, de travailler sur le juste soin, la juste prescription, de faire en sorte que l'usager puisse avoir accès à l'effecteur le plus pertinent et surtout de faire en sorte que l'hôpital soit un maillon de la chaîne de prise en charge, ne soit pas le maillon exclusif, mais que tous les intervenants d'un territoire puissent à divers titres avoir une action sur la vie et le parcours de santé de tout citoyen. Et pour ça, il faut se connaître, il faut se rencontrer. C'est vrai que la démocratie sanitaire reste en souffrance. Pour ma part, je suis également président du Conseil territorial de santé. Donc on essaye de diffuser ce genre de message et de montrer qu'on a besoin de tous pour répondre aux besoins de santé d'une population. Et puis l'hôpital doit servir un peu de locomotive, surtout dans un territoire comme le nôtre, où il n'y a qu'un seul établissement de santé, donc il n'y a pas de
recours autres possibles. Et puis il y a bien sûr les professionnels de ville. Alors l'hôpital, c'est un lieu de santé, évidemment, mais un lieu de santé qui n'est pas là que pour accomplir des actes, mais qui doit traiter l'ensemble des politiques d'éducation, de prévention, de soins, d'accompagnement de la population. Il a un rôle d'exemplarité aussi sur un territoire où l'offre reste très, très contrainte. Et c'est le lieu où on peut encourager tous les comportements favorables à la santé et puis essayer de construire les environnements qui sont plus favorables à la prise en soin de la population. L'hôpital promoteur de la santé, c'est celui aussi qui est là pour améliorer la qualité des soins. Donc il doit animer des filières avec des professionnels extérieurs à l'hôpital. C'est comme ça qu'on peut travailler sur la juste prescription, la pertinence des protocoles de prise en charge. Alors c'est vrai que cette approche est très compliquée, difficile à construire parce qu'il faut que tous les effecteurs puissent partager cette même vision politique. Et puis, l'hôpital a un rôle protecteur de la santé des usagers, mais aussi des salariés. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de démontrer, notamment ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de notre projet d'établissement, ou ce qu'on essaye de faire dans le cadre de notre projet d'établissement, c'est de montrer que ce qui est bon pour l'usager est bon aussi pour les professionnels, surtout quand on draine plus de 4000 personnes, 4000 professionnels, qui eux aussi ont des familles. Donc globalement, c'est près de 20 000 personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin par une politique hospitalière. Et puis cette approche doublement populationnelle et environnementale, eh bien, elle doit œuvrer à l'évolution d'un système de santé. Je pense que les interventions de ce matin l'ont aisément démontré. Il faut que le système évolue, puisque aujourd'hui on a construit un système principalement à l'acte. C'est un peu l'indicateur essentiel qui permet de produire la richesse d'un établissement. Et notre volonté, c'est d'aller vers l'accompagnement des parcours, et non pas sur des consommations excessives, mais de faire en sorte que le juste soin soit prodigué à la bonne place. Par contre, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Alors, les outils de pilotage dont on doit parler cet après-midi, ce qu'on a fait au niveau de l'hôpital Nord-Franche-Comté, j'ai eu l'opportunité de créer ou de recréer, puisque c'était resté un peu en attente durant la crise sanitaire, un secrétariat général placé aux côtés de la direction générale. Et fort un peu de cette réflexion un peu politique, même si ça peut paraître un peu ambitieux, j'ai souhaité créer un secrétariat général chargé de la responsabilité populationnelle et environnementale. Et j'ai recruté un directeur sur ce secrétariat général, mais également un médecin, puisque, ma foi, l'objectif de l'établissement, c'était d'évoluer vers un pilotage médico-soignant. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer dans l'équipe de direction un médecin de santé mentale, de santé environnementale, pardon, mais aussi de santé mentale. Je pense qu'il peut aussi s'y intéresser dans le cadre de la santé environnementale. Ça a été dit ce matin notamment. Et donc, ça a permis justement d'imprimer une démarche également vis-à-vis de l'équipe de direction, parce que tout le monde n'est pas nécessairement convaincu par une approche qui doit dépasser le cadre d'un établissement de santé et de dire qu'avant tout, notre politique interne doit être dédiée avant tout, je dirais en priorité, à un territoire et non pas exclusivement à un établissement. On a créé également un pôle ville-hôpital, c'était pour trouver un vecteur qui puisse nous rapprocher, notamment des CPTS. On a la chance d'avoir 5 CPTS qui couvrent la totalité du territoire et d'avoir un coordonnateur des CPTS. Et donc, il est important que dans la construction de nos pôles cliniques et médico-techniques, on ait un pôle qui traduise un peu cette volonté
d'aller un peu plus loin sur la construction des filières et de faire émerger un peu ce principe de responsabilité populationnelle et d'y mettre un médecin à la tête de ce pôle qui est l'interlocuteur de la médecine de ville. Et puis, troisième élément favorable, eh bien, le projet d'établissement, puisqu'il s'agissait pour la HNFC de travailler à nouveau sur son nouveau projet d'établissement qui portera sur les années 2024 à 2029, un peu dans la suite de la présentation du PRS et du PSRE. Et donc, les travaux préparatoires de ce projet d'établissement devaient servir quelque part à démontrer cette volonté d'évolution et d'avoir un projet, certes, d'établissement, garde le nom, mais qui s'intéresse davantage à la santé de la population d'un territoire. C'est pour ça qu'on a choisi 3 parties que je vais présenter très très rapidement et justifier pourquoi nous avons fait ces choix. D'abord, construire un projet de santé pour le territoire, ce qui peut paraître novateur dans le cadre d'un projet d'établissement. Prendre soin des ressources, de nos ressources, toutes celles qu'on peut utiliser au sein d'un établissement de santé. Et puis, une partie majeure, la prévention et la gestion des risques. D'ailleurs, on s'était inspiré d'une note de cadrage stratégique qu'on avait élaborée durant la crise sanitaire en se disant que tout projet au niveau de l'établissement devrait répondre à la problématique des risques infectieux. Et on voit bien, et ça a été démontré ce matin, que les risques infectieux peuvent avoir des effets majeurs sur notre environnement. Alors, la construction du projet de santé pour le territoire, fort des principes que nous avons travaillés, je vais dire, sous l'angle un peu politique, il est important pour nous de s'interroger sur les besoins de santé. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais évidemment, ça doit être le support majeur d'un projet d'établissement, mais non pas les besoins de santé auxquels nous sommes confrontés dans un établissement, mais les besoins de santé auxquels nous pouvons être confrontés à l'échelle d'un territoire. Et puis voir comment on peut faire évoluer notre offre, comment cette offre va s'organiser. On n'a pas tous les leviers, bien sûr, à notre disposition pour répondre aux besoins de santé, mais on a des leviers au sein de l'hôpital. Déjà, l'alternative entre hospitalisation complète, hospitalisation de jour, développement de l'ambulatoire. Il faut être très proactif sur le sujet. On sait que parfois les soignants préfèrent effectivement le confort de l'hospitalisation complète. Donc il y a des points de progrès, on le voit bien. Ça a été le cas déjà en chirurgie ambulatoire et on doit le faire aussi sur toutes les activités d'hospitalisation. S'interroger sur ce que c'est que l'éco-conception des soins. On utilise un vocabulaire un peu novateur en matière de politique environnementale, mais il faut traduire ces éléments concrètement dans le quotidien des hospitaliers. L'éco-conception des soins, le concept une seule santé, comment l'innovation peut aussi nous aider pour avoir cette stratégie environnementale, parce qu'il faut que la recherche soit aussi orientée davantage sur cette préoccupation, alors même qu'on savait que la recherche était principalement orientée sur l'organisation de l'offre et derrière de la mobilisation de moyens conséquents. La télémédecine qui doit intégrer totalement la pratique de nos professionnels, ce qui permet aussi parfois le soin à distance, qui permet l'accompagnement, qui permet d'y intégrer tout le travail de liaison, tout le travail aussi des infirmières de pratique avancée. Réfléchir à la place de la prévention et de la promotion de la santé. Alors au-delà, je veux dire, du concept politique, nous avons ciblé 3 actions. La périnatalité avec le projet d'accompagnement des 1000 jours. C'est hyper intéressant parce que là, on est vraiment dans une pratique populationnelle.
L'hôpital va s'occuper de la périnatalité, ce qui va être organisé autour de la naissance. Mais on sait que les 3 années sont fondamentales et ça permet de rentrer dans une approche de territoire, puisqu'il va falloir travailler avec la PMI, il va falloir travailler avec l'approche parentale, il va falloir travailler avec la santé mentale, il va falloir travailler avec un certain nombre d'acteurs, monter des politiques, et les appels à projets sur les 1000 jours sont hyper intéressants à construire, et ça nous a permis aussi de mobiliser certaines équipes. Les addictions, la lutte contre les addictions, là aussi on sort nécessairement de l'hôpital, même si une partie des prises en charge doivent se faire à l'hôpital, mais si on veut travailler sur l'éducation, la promotion, eh bien, il faut pouvoir le concevoir dans une approche populationnelle. Et la nutrition, 3e élément, qui porte interrogation dans nos établissements. Comment faire évoluer, je dirais, l'apport nutritionnel, notamment dans les EHPAD, dans tout le secteur médico-social, et puis comment enseigner le bon comportement, ça a été dit également ce matin en matière nutritionnelle. Puis la coordination, c'est un élément hyper important. Tout est important, effectivement, dans une réflexion de projet d'établissement, mais il faut pouvoir coordonner progressivement les parcours à l'échelle territoriale. Alors on a essayé de le faire dans le cadre d'une cellule qui permet aujourd'hui de gérer la quasi-totalité des admissions de patients et d'orientation de patients, notamment vers toutes les structures de soins de suite, les structures d'EHPAD, de partager notre système d'information, de faire en sorte qu'il y ait des véhicules qui orientent l'information vers les effecteurs pour ne pas perdre de temps, parce que l'objectif, là aussi, c'est de consommer le moins de journées d'hospitalisation et donc améliorer tous ces parcours et faciliter les coopérations entre les différents acteurs et effecteurs d'un territoire. Et pour ça, eh bien, on aura besoin, auparavant on parlait de plan directeur, les directeurs constructeurs, je ne pense pas qu'il faille revenir à cette époque, mais on a un vrai besoin d'adaptation de nos infrastructures immobilières, nos équipements, nos choix d'équipements, de savoir comment on va construire, comment on va restructurer, comment on va rénover au cours des années à venir. Et c'est cette réflexion que l'on mène dans le cadre de ce projet d'établissement. Alors les ressources, prendre soin de nos ressources, ça nous permet de vraiment introduire ce qu'on appelait auparavant le projet social. Et après des réflexions intenses sur le sujet, on va dédier complètement une partie à la prise en soin de la santé au travail. On s'est dit que la santé au travail pouvait être vraiment un point de coordination dans tous les sujets qui traitent du projet social d'un établissement, parce que il faut s'interroger sur les conditions de travail et qui ont des conséquences sur la santé, la charge de travail, l'organisation du temps de travail, le présentéisme ou l'absentéisme, comment être attractif, fidélisé, et une approche populationnelle, environnementale, peut aussi permettre d'être source d'attractivité vis-à-vis des professionnels, de montrer qu'un établissement met en avant cette priorité de santé au travail. Et ça permet aussi derrière de gérer les compétences et la formation si on peut être attractif et maintenir nos professionnels dans l'emploi. Et le deuxième sujet dans cette prise en soin de nos ressources, c'est la prise en soin des ressources dites naturelles. Alors c'est peut-être pas le bon libellé, et les ressources matérielles. Donc s'intéresser effectivement à l'empreinte environnementale et toutes les conséquences sur nos consommations, les déchets, les choix de gestion, les choix d'investissement et la mobilité au sens général, que ce soit pour les professionnels, mais également pour tout ce qui est véhiculé vers nos établissements. Et puis dernier point, et pas des moindres, avoir une approche de prévention et gestion des risques, toujours dans cette perspective
populationnelle et environnementale, c'est-à-dire gérée à l'échelle d'un territoire, voir quelles sont les conséquences sur la continuité des soins. On s'aperçoit que la continuité des soins, c'est un risque majeur dans un territoire de santé aujourd'hui parce qu'il y a de la discontinuité géographique, il y a de la discontinuité temporelle, il y a des problèmes de surcharge d'activité, des problèmes de crise, il y a le problème de la cybersécurité. Et donc, la continuité des soins, elle doit aussi s'approcher dans ce concept de territoire parce que c'est aussi ne pas vouloir tout faire au même endroit. Et on revient sur la question du juste besoin et de la réponse au bon moment et par le bon effecteur pour que cette discontinuité ne soit pas pleinement un risque dans un territoire de santé. Et dans la prévention des risques, on va aussi travailler sur la qualité, la sécurité des biens des personnes. La question des crises climatiques et sanitaires, ça a été rappelé ce matin, on y est confronté en permanence. Et donc, il y a un besoin d'adaptation de nos plans et surtout de faire en sorte que toutes les décisions que nous aurons à prendre prennent en considération ces problématiques. Et puis, dernier point, le risque financier, il existe. Parce que si j'ai commencé par dire qu'il y avait un sujet majeur, sujet politique majeur de faire évoluer un système de santé, eh bien aujourd'hui on a une dissonance entre le système de financement à l'hôpital, mais aussi chez les professionnels de ville, qui est essentiellement basé sur la production d'actes. Pas moi qui le disais, ce matin ça a été abondamment démontré, mais ce système perdure. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous investissons sur des actions telles qu'elles répondent à ce que je viens de présenter, eh bien on est sur un surinvestissement, pas nécessairement compensé, ce qui peut poser problème à terme, de démotiver aussi les professionnels. Alors on peut espérer, parce que je pense que ces démarches sont communément admises, et puis on s'aperçoit, et ça sera ma conclusion, que les professionnels ont très bien réagi par rapport à l'approche qu'on leur a proposée. Pour une fois, on ne leur a pas parlé protocole, réduction, économie, organisation, contrôle, etc. On leur a parlé management participatif, un projet qu'on a aussi fait valider par l'ensemble des instances il y a déjà quelques mois. Et on s'aperçoit bien que le management participatif peut aussi être une manière d'atteindre ces objectifs d'éco-conception, de responsabilité environnementale, de développement durable aussi, parce que quand on anime des tables sur la fresque du climat, on voit bien que les professionnels ont énormément d'idées. Et ça va être le sujet suivant, je dirais l'opérationnalité. On voit que ça parle davantage que de parler d'un texte réglementaire, d'un texte de loi, etc. Et donc, c'est une accroche qui est intéressante. On verra effectivement au cours des prochaines années si on a eu raison. Merci bien. Merci, Monsieur Mathis. Donc dans le domaine, alors on a évoqué le domaine sanitaire, il était intéressant aussi d'avoir un peu les leviers sous le prisme médico-social avec les spécificités qu'il peut avoir par rapport au sanitaire. Madame Guillaume, donc quelles sont les solutions ou les outils qu'on peut développer dans ce cadre-là ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les solutions, mais en tout cas, j'ai essayé de structurer mon propos autour de 3 choses qui me semblent assez essentielles, en tenant compte de la particularité de nos établissements médico-sociaux, qui effectivement sont notamment souvent de petite, voire de moyenne taille, et ce qui peut être une contrainte, mais qui peut aussi générer parfois une certaine adaptabilité plus facile.
Le premier point, ce serait pour moi en tout cas la partie sur les gestes de la vie quotidienne qui peut être un premier atout sur lequel on peut s'appuyer. Alors c'est des choses très simples, ça peut être, on en a parlé aussi ce matin, mais limiter sa consommation d'eau et d'électricité en sensibilisant à la fois nos personnels mais aussi en sensibilisant nos agents et donc les habitants de nos ESMS. La question des déchets, par exemple, nous on va inaugurer bientôt un compost, mais c'est aussi se saisir des outils qui sont mis à notre disposition. Et par exemple, dans le cadre du déploiement de la prime d'engagement collectif, on a fait le choix de mettre en avant l'objectif du développement durable comme étant vraiment un axe essentiel. Et on a des agents qui s'en sont saisis en équipe transversale, donc de corps de métiers différents, et qui nous ont proposé un projet vraiment très concret autour du tri des déchets. C'est eux qui s'en sont emparés, ça a été mis en place extrêmement rapidement, on en voit déjà les effets au bout de quelques mois aujourd'hui. Je pense que si c'était venu uniquement de l'équipe de direction, on n'aurait pas eu cet impact, en tout cas aussi rapidement. Il y a la question évidemment de consommer mieux, et ça aussi, la loi Egalim quelque part nous y oblige, mais il faut aussi réussir à s'en saisir pour en faire quelque chose de positif pour l'établissement. Et nous, ça nous a permis de développer notre premier plan de développement durable, très axé plutôt sur la partie restauration et hôtellerie dans un premier temps, mais en tout cas, ça permettait de déjà franchir un premier gap. Et je pense que ces démarches, elles ont une forte externalité et finalement, elles nous permettent d'aller vers un enjeu aussi d'éducation populaire, à la fois vers nos usagers qui sont dans nos établissements, envers nos agents, et du coup, ça peut avoir aussi un coefficient démultiplicateur. Et je pense que ça, c'est aussi notre responsabilité d'avoir cette démarche positive et de s'inscrire dedans, en tout cas en termes d'exemplarité. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'était la transition qui peut être utilisée aussi comme un levier d'innovation. D'innovation managériale, tu viens d'en parler, sur notamment la question du management participatif, parce qu'on ne va pas pouvoir imposer des choses et le faire contre. Et donc il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table avec tout le monde et en tout cas en discuter et prendre les discussions qui s'imposent. Il y a la question de nos achats et des marchés, et donc j'en ai parlé dans nos établissements, souvent petits, on ne part pas toujours avec la même chance, en tout cas quand on va passer nos marchés. Et là, je crois assez fortement, en tout cas, au développement des coopérations, notamment des GTSMS, qui, je pense, vont pouvoir être aussi une opportunité pour nous, pour réussir à travailler ensemble sur un territoire, pour réussir à avoir en tout cas des marchés qui s'alignent plus sur des enjeux aussi écologiques. Nous, on s'est posé la question de manière très concrète sur nos dispositifs médicaux, sur nos lits médicalisés, nos fauteuils roulants. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont légèrement cassés, abîmés ? Et bien souvent, ça partait aux encombrants sans forcément se poser beaucoup de questions. Et on a commencé à travailler avec Envie et Autonomie. Alors peut-être que certains connaissent ici, mais c'est une entreprise qui a un impact social et qui fait partie des entreprises du réemploi. Donc au démarrage, la première étape a été simplement de les appeler à chaque fois qu'on avait besoin qu'ils viennent prendre un fauteuil roulant cassé, un lit. Et puis en fait, petit à petit, on s'est intéressé aussi à plus largement leur activité et eux, ils remettent sur le circuit tous ces dispositifs. Et on s'est dit, en fait, finalement, pourquoi pas aussi, nous, faire nos locations de fauteuils roulants avec eux, acheter nos lits chez eux. Alors certes, on aura pu, dans toutes nos chambres, exactement les mêmes lits, les mêmes tables de nuit, mais au moins, on aura cet impact de favoriser le développement de ce secteur et du secteur du réemploi. Et là, c'est pareil, je pense qu'en tant qu'établissement, c'est aussi notre responsabilité sociétale de favoriser la structuration du développement de ces entreprises. On s'est posé la même question dans le choix, par exemple, de notre imprimeur, parce qu'on a beau vouloir réduire le papier, aujourd'hui avec les personnes âgées, on passe encore beaucoup quand même par le papier et par ces éléments de communication. Et aujourd'hui, il y a quand même très peu d'imprimeurs qui font cette démarche aussi d'avoir une logique RSE sur leur mode de production. La question de nos investissements, elle est aussi assez centrale. Dans nos établissements médico-sociaux, bien souvent au bout de 10 ans et 15 ans, on a des architectures qui sont obsolètes. Moi, aujourd'hui, j'ai un établissement avec 14 chambres doubles, des douches, enfin pas de douches dans les chambres et que des douches communes, mais je pense qu'on est plusieurs ici à connaître cette situation-là.
Et donc on a fait appel à une maîtrise d'usage qui passe par des approches de design thinking, qui va aller questionner à la fois nos habitants actuels sur quel est leur lieu de vie idéal aujourd'hui, mais aussi des jeunes retraités, voire des personnes qui sont dans la vie active, qui peut-être dans 20, 30 ans seront amenés à se poser la question de l'EHPAD. Et donc c'est questionner, vous, quel est l'hébergement qui serait idéal pour vous. Et donc là, la question évidemment, c'est de savoir déjà, est-ce qu'on reste avec un modèle EHPAD unique, c'est-à-dire un EHPAD entre 4 murs, ou est-ce qu'à partir de maintenant, on part du principe que nos établissements vont aussi gérer d'autres habitats, de l'habitat collectif et partagé, et pas seulement des lits d'hébergement permanents. Et puis saisir aussi peut-être les opportunités qui nous sont données. On a candidaté pour avoir un conseiller en transition énergétique. Donc c'était mis en place par la CNSA, en tout cas sur le volet médico-social, avec peut-être le regret que pour le moment on va avoir un temps assez petit, puisqu'on va avoir une personne pour l'ensemble des ESMS personnes âgées et handicap des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Donc ça risque d'être assez limité comme impact, mais c'est déjà une petite pierre dans l'édifice. Le troisième point sur lequel je voulais aller, c'est quoi notre métier demain, compte tenu de la transition écologique. C'est-à-dire comment on va adapter nos établissements à potentiellement prendre en charge de plus en plus de personnes avec des pathologies respiratoires. Où est-ce que demain on doit implanter nos établissements? Est-ce que la question de la qualité de l'air se pose? Géographiquement, où est-ce qu'on les implante? Comment on fait pour mieux manger pour nos résidents, pour nos agents aussi? Et donc il faut qu'on arrive à avoir à la fois cette vision sur l'atténuation, c'est-à-dire comment je diminue, et aussi sur l'adaptation, comment je m'adapte. Et les deux doivent réussir à cheminer ensemble, et donc pas juste l'un et après l'autre. Il faut qu'on arrive à dessiner une transition qui, je pense, soit heureuse pour réussir à embarquer les équipes et qui soit positive. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de joindre les deux mots qu'on entend souvent, notamment en parlant d'écologie punitive. Et l'écologie, pour moi, elle peut être vecteur à la fois de transformation de nos métiers pour du mieux à l'avenir. Elle peut être vecteur d'innovation et surtout, elle peut être vecteur de mieux vivre.